Eh ben, bienvenue à tous au 37e Jeudi de l'Ordre. Merci au docteur Métra, présidente du conseil départemental, et aux élus du conseil de permettre que les Jeudis de l'Ordre existent. Le docteur Guillaume Gorincourt, vice-président du conseil et en charge de la commission des difficultés de l'exercice médical, intervient en première partie pour vous présenter les actions concrètes que nous menons pour aider les internes et les jeunes médecins dans leur exercice professionnel. Les docteurs Hélène Ekenroth à gauche et Anaïs Nunal au milieu, cofondatrices de la Maison des Femmes, vont nous faire découvrir ce lieu unique de prise en charge des femmes en difficulté ou des victimes de violences, avec comme mot d'ordre prévenir, soigner, accompagner. La structure est rattachée à la PHM. C'est un lieu unique d'accueil, d'écoute, de soins, d'accompagnement et d'orientation qui propose une prise en charge pluridisciplinaire de proximité. Merci à Charlotte et à Dany, l'équipe de Safar qui assure la captation des Jeudis de l'Ordre. Merci à toute l'équipe de la communication dont la volonté première est de fédérer les médecins et de parler d'une même voix. Je vous invite à poser vos questions dans le fil de discussion. On y répondra en fin d'exposé. Et d'ici une dizaine de jours, vous trouverez en replay sur le site du Conseil de l'Ordre les Jeudis de l'Ordre. Docteur Gorincourt, à vous la parole. Merci beaucoup, merci Simon, merci mesdames. Je vous rappelle tout de suite, je vais aller rapidement pour vous laisser le plus de temps de parole possible. Donc, pour ce flash info, vous vous rappelez que dans cette nouvelle formule des Jeudis de l'Ordre, on a un petit temps de flash info pour des informations un petit peu plus concises, et puis le sujet principal du Jeudi de l'Ordre qu'on développe un petit peu plus. Le sujet aujourd'hui du flash info, c'est cette commission des difficultés d'exercice médical que nous avons créé ici au CDOM 13 en avril 2022, avec en particulier un objectif d'être à l'écoute et de pouvoir aider les médecins et les étudiants en souffrance, et bien sûr, malheureusement, tous les médecins qui sont concernés. Un tout petit focus rapide sur la démographie aujourd'hui du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. 13 400 médecins inscrits, on est le plus gros conseil départemental de l'Ordre, dont 9 600 actifs, donc les autres ce sont les retraités non actifs, et également 850 étudiants, notamment avec les docteurs juniors. Aujourd'hui, on a cette nouvelle population que nous adressons également. Vous voyez la répartition entre les médecins libéraux, 53%, les médecins hospitaliers, 26%, les médecins salariés, 15%, et les médecins remplaçants, 6%. Le constat qui a amené à la création de cette commission, qu'on appelle donc la CDEM, c'est notamment les difficultés recensées auprès des internes, qui sont à la fois des praticiens, mais à la fois des étudiants, un statut un petit peu particulier. Et finalement, ils sont au cœur de l'hôpital, et donc au cœur des tensions aussi qui sont présentes à l'hôpital, qu'elles soient des tensions sociétales, hospitalières, managériales, et puis aussi personnelles, bien sûr, puisque c'est mon grand-père avait l'habitude de dire que médecin, c'était pas un métier, c'était un état. Et je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est médecin même quand on rentre chez soi, et on ramène beaucoup de choses parfois à la maison. Les chiffres, ils sont assez terribles, puisque un interne aujourd'hui a 3 fois plus de risques de mettre fin à ses jours au cours des 3 à 5 ans de son internat qu'un Français du même âge, qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, depuis plusieurs années, un interne se suicide tous les 18 jours en France. Donc c'est une épidémie silencieuse absolument catastrophique. Malheureusement, ces difficultés, elles ne concernent pas que les jeunes médecins, et les médecins de tous âges sont concernés, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient hospitaliers. Et dans ce baromètre 2022, on recensait 96% des soignants qui ressentent une fatigue intense au travail, et qui, pour eux, dans 89% des cas, impactent la qualité des soins qu'ils vont prodiguer. Les causes sont multiples et multifactorielles, elles se combinent. Des problèmes administratifs qui touchent là aussi, je dirais de manière tout à fait équivalente, les médecins libéraux et les médecins hospitaliers. Le manque de reconnaissance, le manque de temps de récupération s'est pointé, et puis aussi des problèmes d'organisation. Et donc cette commission a été créée pour essayer de vous aider avec des actions concrètes, qu'on essaie le plus concrètes possible. Un Jeudi de l'Ordre qui avait eu lieu en janvier 2021, si mes souvenirs sont bons, qui a été revu plus de 450 fois en replay, et qui a rassemblé
tous les gens impliqués dans cette problématique, à savoir on avait des représentants du syndicat étudiant en médecine principale, du syndicat des praticiens hospitaliers, le syndicat des internes, la LIPSEM qui a été fondée par Laurence Marbach il y a quelques années maintenant, et puis Anne Degré également du groupe Pasteur Mutualité qui nous aide énormément dans cette problématique-là, qui est un soutien fidèle, et également Valérie Oslander était là, qui est l'auteur du livre Omerta à l'hôpital, qui a fait un recensement il y a quelques années de verbatim, malheureusement extrêmement nombreux, de souffrances de soignants qui concernaient d'ailleurs aussi bien des médecins que des sages-femmes et que des infirmières. Était présent bien sûr également François Crémieux, le DG de la PHM, et Jean-Luc Jouve, le président de la CME. Et une des conséquences et une des corollaires de ce jeudi d'ordre et cette action du Conseil de l'ordre, ça a été la création d'une commission mixte avec l'hôpital, avec laquelle on travaille sur la prévention et l'action, en particulier contre le harcèlement envers les médecins. Et puis, deuxième action concrète, la création d'une formation spécifique à l'attention des managers hospitaliers, des gens qui sont des chefs de service actuellement, des futurs chefs de service, sur le sujet en particulier du management, on va dire, moderne et de la bientraitance et de l'accompagnement des jeunes médecins. Cette formation, il y a eu 3 épisodes de cette formation qui ont chacun rassemblé plus d'une vingtaine de médecins, mais également des cadres hospitaliers et également des agents administratifs, qui a eu lieu à The Camp avec l'ensemble des parties prenantes ici. Et je remercie également la médicale, l'ARS et puis l'URPS PACA, et en particulier Marie-Claire Tuffry et toute son équipe qui ont été un soutien extrêmement présent et bienveillant. Cette formation, elle a aujourd'hui, donc elle a une 60aine de personnes en ont bénéficié. Et là, on avait les premiers retours qu'on avait eu sur la formation. Là, il y avait 17 répondants, on en a eu en tout plus de 60. Et vous voyez les avis sur la pertinence de la formation, extrêmement positifs, et sur le fait de recommander cette formation à ses collègues, avec beaucoup également de verbatim, des gens qui étaient présents aujourd'hui sur l'aide concrète, avec en plus une formation qui était double, c'est-à-dire une première partie théorique à The Camp, théorique mais assez interactive, avec des jeux de rôle et des mises en situation, et puis ensuite une formation en petits groupes avec des ateliers et avec notre équipe pédagogique qui essayait vraiment de répondre à des questions concrètes sur les difficultés que ressentaient ces médecins-là. Et donc, on espère que ces formations vont pouvoir se poursuivre. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec l'équipe de la PHM. Et puis, on écoute les médecins de manière, je dirais, globale. On a créé cette adresse email dédiée que vous pouvez noter, donc cdem.13@ordre.medecin.fr. Contactez-nous. Cette adresse, elle m'est transférée directement. C'est moi qui la reçois. Et on est à votre écoute. On est en discussion aujourd'hui avec tout un tas de médecins qui ressentent des difficultés qui sont diverses. Ça peut être des difficultés avec des patients, avec des collègues, avec des directions. Malheureusement, entre guillemets, ces difficultés prennent plein de formes et de variétés différentes. Et on essaie de trouver les leviers concrets sur lesquels l'ordre peut vous aider. Sur la souffrance des internes, c'est l'article 68.1 du Code de déontologie sur lequel on peut s'appuyer et qui nous donne une légitimité pour vous aider. Il y en a plein d'autres et on essaie à chaque fois de trouver. Donc, quelle que soit, je dirais, la nature de vos difficultés, n'hésitez pas à nous contacter et on essaiera de vous répondre à chaque fois et de le faire de manière la plus ciblée possible. Voilà, je ne voulais pas prendre plus de temps pour présenter ce sujet-là. Vous avez les coordonnées qui se sont affichées et je vais sans plus attendre mettre en place le diaporama de mes collègues et je les invite à venir me remplacer. Merci beaucoup. Voilà, merci ce soir de nous accueillir. Merci à Madame Métra, merci à Guillaume. On est très heureux de vous présenter ce soir. Notre présentation va être en 2 temps. Je vais faire un petit topo sur le parcours violence, comment repérer, comment comprendre et comment dépister. Et le docteur Nuttall vous expliquera un peu plus en détail le parcours au sein de la Maison des Femmes. Et bien sûr, nous serons disponibles ensuite pour répondre à vos questions concernant des détails peut-être plus pratiques. Voilà, donc qu'est-ce que la violence faite aux femmes ? C'est tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes,
la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Ça me semble très important de poser le cadre en préambule à notre exposé. Et donc ça, c'est une définition de l'OMS qui date de 1993. Quels sont les différents types de violences qu'on peut rencontrer? Eh bien, en fait, on a l'habitude de dire qu'il y a 6 types de violences. On a souvent l'impression que c'est les violences physiques qui comptent. Les patientes qui sont victimes d'autres violences, des fois, ont du mal à se sentir légitimes au sein de la maison des femmes. C'est pour ça que pour nous, c'est important d'expliquer qu'il n'y a pas de truc pire ou voilà. Les violences, donc, elles peuvent être psychologiques, ça peut être des propos humiliants, dégradants, du chantage, ça va mener à l'emprise. Des violences physiques, donc c'est toute action qui met en danger l'intégrité physique ou la santé corporelle de la victime. Les violences sexuelles, donc ça peut être le harcèlement, ça peut être des agressions, ça peut être du viol, ça peut être du viol intraconjugal, ça peut être de l'exploitation familiale, sexuelle, ça peut être des violences économiques avec pour objectif de réduire l'autonomie de la victime. Donc on va l'empêcher de travailler, on va la priver de ressources, on va contrôler ses dépenses, on va lui empêcher d'avoir un compte en banque à son nom. Ça peut être des violences administratives comme la confiscation de documents, de passeports, de livrets de famille, ça va l'empêcher d'être autonome. Et puis ça peut être complété par des violences verbales qu'on va utiliser pour contrôler, pour déstabiliser, humilier, détruire la victime. Et donc, dans la relation, surtout dans les violences conjugales, se met en place quelque chose qu'on appelle le cycle de la violence. Et ça fait partie des choses qui sont importantes à comprendre parce que quand on a des patientes qui sont victimes de violences, suivant le moment où on se trouve dans le cycle de la violence, elles vont avoir un comportement qui va être différent. Et donc, dans ce cycle de la violence, on a l'habitude de distinguer, d'abord le moment où il y a la tension qui se met en place, l'anxiété, et puis il va y avoir des agressions. La victime va essayer de se protéger. L'agresseur va trouver des justifications. La victime va se responsabiliser. Et puis, il y a une réconciliation avec l'espoir que ça aille mieux. Et ce cycle va se répéter. Et donc là, j'ai détaillé un peu plus qu'est-ce que c'était donc au niveau de la tension, de l'anxiété. Donc du côté de l'agresseur, la tension elle est menaçante, il y a des gestes brusques, des regards intimidants. La victime, elle est craintive, elle anticipe, elle a peur, elle marche sur des œufs. Et puis, on va monter d'un cran. Donc, la violence éclate. Ça peut être de la violence verbale, psychique, physique. Et la victime, elle va être triste, humiliée, elle se sent outragée, elle a honte, elle a peur, elle est triste. Et elle va essayer de mettre en place des stratégies de protection. Ça peut être une paralysie, puisque parfois on entend dire mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Mais en fait, c'est la fuite, elle n'est pas possible. Donc c'est vraiment, il faut bien le comprendre, c'est qu'il y a une espèce de mécanisme qui se met en place où chacun réagit à sa façon. Quand on a une agression, il y a des gens qui partent en courant, il y a des gens qui sont figés, qui sont sidérés, et c'est des réactions qui sont normales et c'est des réactions de protection. Puis, il va y avoir cette période de justification où en fait il y a une manipulation des faits et l'agresseur va rendre la victime responsable de ce qui se passe. Et il va minimiser le caractère et la gravité de l'agression. Il y a toute une multitude de prétextes qui peuvent apparaître. Donc, il est fatigué, stressé au travail. Il y a souvent des comportements avec des consommations alcooliques ou de drogue qui peuvent aggraver ces moments-là. Et la victime, elle cherche à trouver une explication logique au comportement de l'homme, à minimiser l'importance de ce qu'elle a ressenti. Elle commence à douter de ses perceptions et finalement elle se dit le pauvre, en fait, j'ai pas été gentille, c'est de ma faute, je vais essayer de m'améliorer. Et puis on passe dans la phase de réconciliation, d'espoir, où là, l'agresseur offre des cadeaux, exprime ses regrets.
et la victime va espérer qu'il y ait un changement, elle a l'impression de retrouver l'homme dont elle est amoureuse, et ce cycle va se raccourcir, hein. Les périodes de réconciliation, d'espoir sont de plus en plus courtes et les agressions de plus en plus importantes. Et il faut bien comprendre que suivant le moment où on se trouve, quand on rencontre la victime au niveau de cette roue-là, si elle est dans la lune de miel, elle ne va pas parler de ce qui se passe, elle va se sentir pleine de confiance. Peut-être que si on lui pose des questions, elle va dire oui, en fait, j'étais fatiguée, les enfants avaient poussé des cris, c'est un accident, il ne s'est rien passé. Si vous arrivez dans la période de crise, la réponse de la victime risque d'être différente. Voilà, donc on a des recommandations fortes pour le repérage des femmes victimes de violences et depuis 2019, il y a des recommandations HAS qui confirment le fait que tous les professionnels de santé sont concernés par le repérage des femmes victimes de violences. Et on a tout un référentiel qui a été mis à jour en décembre 2020 qui s'adresse aux médecins, en particulier les professionnels de santé qui sont de premier recours, hein, ou dans le cadre de l'urgence. Donc c'est les médecins généralistes, les urgentistes, les pédiatres, les gynécos, les psychiatres, les médecins du travail, les sages-femmes. Mais en fait, il est dit que tous les professionnels de santé doivent être sensibilisés à cette question des violences. Les professionnels de santé, enfin les médecins, mais pas que. On insiste sur le fait que les kinés, les dentistes, les pharmaciens, enfin tous les travailleurs sociaux doivent être formés et doivent être capables de repérer des violences. L'HAS s'est clairement positionné sur un dépistage systématique et donc une des grandes questions, c'est comment mettre en place un dépistage systématique au sein de vos consultations sans inquiéter la patiente. Et on a des outils qui existent. Le premier outil, c'est la formation des professionnels. Au plus on est à l'aise avec cette question-là, parce qu'on sait derrière ce qu'on va pouvoir faire, qu'on a un endroit où on va pouvoir orienter la patiente, au plus on va être à l'aise pour ce dépistage systématique. Il y a des outils d'aide cognitive qui existent. On peut avoir aussi des brochures, des affiches, un violentomètre et bien sûr l'interrogatoire et l'examen médical. Donc, la formation au dépistage des professionnels de santé est obligatoire depuis 2014 dans la formation initiale des professionnels de santé, des paramédicaux également. On sait que 18% des victimes sont adressées à un professionnel de santé lorsqu'elles ont parlé pour la première fois des violences subies. On a un site du gouvernement qui s'appelle Arrêtons les violences, sur lequel il y a plein d'outils d'auto-formation qui sont bien faits et qui peuvent aider à comprendre ce qui se passe de manière plus approfondie que ce que je vous ai dit. On a des aides cognitives. Donc, au niveau de l'HAS, il y a un référentiel qui a été fait pour les médecins, surtout c'est orienté pour les médecins généralistes. C'est une petite fiche très synthétique, hein, ça tient sur une page. Et on a aussi le Conseil de l'Ordre qui a publié un vade-mecum pour aider au dépistage des violences et à la prise en charge des femmes victimes de violences. C'est surtout orienté sur les femmes victimes de violences conjugales. Mais donc ça, c'est des outils qui sont facilement accessibles et qui peuvent être... en fait, moi, je pense qu'on a intérêt à les avoir sous la main lorsque l'on fait des consultations. On a aussi intérêt à afficher dans sa salle d'attente des affiches qui montrent que vous êtes sensible à ce sujet et que si la femme a besoin de parler, elle va trouver une oreille attentive. Et donc là, c'est des exemples d'affiches. On a une affiche dont on est très fier, qui est celle de la Maison des femmes. On peut aussi laisser traîner sur son bureau des outils et nous, on aime bien utiliser le violentomètre. C'est une échelle numérique, mais qui n'est pas du tout une gradation de 1, c'est pas grave du tout, et 34, si on fait des additions, on est... voilà, Par contre,
si on est dans le vert dans sa relation de couple, ben on est dans le bon. Si on est dans l'orange, ben il faut savoir dire stop. Et si on est rouge, il faut savoir demander de l'aide. Et de laisser traîner des choses comme ça dans les salles d'attente ou sur les bureaux, ça permet que les patients s'en saisissent. Et ça peut être un moyen de rentrer en communication facilement en demandant « et vous en êtes où dans votre relation de couple ?» Parce qu'on va voir comment on peut aborder cette question du dépistage de la violence. Mais là, je dirais que c'est un peu, on vous offre l'opportunité de le faire facilement. Ces violentomètres, ils sont disponibles dans plein de lieux publics. On peut les avoir aussi au niveau de la mairie. Voilà. Donc, quand on est médecin, pour organiser ce dépistage, il faut savoir qu'on va devoir faire un examen médical attentif et bienveillant. Il faut arriver à créer un environnement favorable. Donc, en affichant dans la salle d'attente que vous êtes sensible à cette question-là, ben, ça contribue à ça. Il faut avoir du temps devant soi, ce qui est rare quand on est médecin. Mais il faut arriver à s'organiser parce que l'idée, c'est de questionner systématiquement sans alerter pendant l'entretien. C'est recommandé de poser des questions dans la démarche diagnostique, que ça soit lors de la constitution du dossier la première fois ou lors de chaque consultation, surtout chez les femmes enceintes. Et dans les recommandations qui ont été faites par l'HAS, le groupe de travail s'accorde sur le fait que de questionner les patientes, ça ne va pas nuire à la patiente. Au contraire, si elle ne veut pas vous répondre, elle sait que vous allez peut-être, vous lui reposerez peut-être cette question-là. Donc, une écoute active, des questions ouvertes, adopter une posture symétrique de la patiente et examiner la patiente de manière attentive. Donc, la clé du dépistage, c'est l'interrogatoire et c'est d'arriver à trouver une question ou des questions qui vont être adaptées à la patiente et surtout avec lesquelles vous vous sentez à l'aise. Donc, on peut, lors de l'ouverture d'un dossier, en passant les antécédents, comme on passe les antécédents médico-chirurgicaux, poser la question « Est-ce que vous avez déjà été victime de violences anciennes ou actuelles ?» On peut avoir une question un peu plus générique, un peu plus facile à poser, c'est comment vous vous sentez à la maison, est-ce que ça va bien à la maison? Il faut savoir qu'à ce moment-là, des fois, on a des réponses qui ne sont pas tout à fait sur la thématique de la violence. On va parler des enfants et après, ça permet aussi d'embrayer sur la question directement quand on se sent plus à l'aise. Et puis, on peut demander comment ça se passe en cas de dispute, est-ce qu'on a peur pour les enfants, puisque les femmes sont souvent très protectrices avec leurs enfants. Et donc, c'est un gros clignotant si les patientes ont peur pour leurs enfants. On va faire un examen clinique et il faut penser aux violences en cas de signes fonctionnels un peu vagues, des consultations qui sont multiples, pour des motifs inexpliqués, multiples, des patientes qui ont des douleurs, qui ont des asthénies, qui ont des troubles digestifs, des troubles respiratoires, des sensations d'oppression. Lorsqu'on voit la patiente, s'il y a des lésions traumatiques qui sont répétées, avec des âges différents qui peuvent évoquer un objet vulnérant, il faut essayer de pousser un peu plus loin que des fois on a des explications vagues. Voilà, nous, par exemple, en salle d'accouchement, on a souvent je me suis cognée, je suis tombée dans les escaliers. Bon, on se cogne de temps en temps, mais on ne se cogne pas trop souvent dans les portes. On tombe. Voilà, il faut savoir un petit peu aller plus loin que l'explication qu'on vous resserre à chaque fois. Il y a des maladies chroniques qui sont mal équilibrées. Là, les femmes victimes de violences ont des maladies chroniques et ont des maladies chroniques mal équilibrées. Il faut y penser devant des troubles psychologiques. Et ça, je pense que la question, elle est systématiquement posée par nos psychiatres et psychologues. Donc, s'il y a des problèmes de dépression, d'automutilation, des addictions, des symptômes évocateurs de stress post-traumatique, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et des troubles cognitifs, il faut savoir que les patientes victimes de violences ont des difficultés de concentration et d'attention, des pertes de mémoire. Elles ont du mal parfois à honorer leurs rendez-vous, à se rappeler des horaires. Ça fait partie du stress post-traumatique. Il y a un impact aussi important sur la santé reproductive des violences et
en tant que gynécologue, on sait que ces patientes sont sujettes à des infections génitales à répétition, des troubles de la sexualité. Il y a souvent aussi des douleurs lors des rapports, des douleurs pelviennes chroniques qui sont mal systématisées, qu'on comprend mal. Il peut y avoir aussi des grossesses non désirées. Et les violences entraînent plein de complications obstétricales, comme des menaces d'accouchement prématuré, des fœtus de petit poids, souvent une observance moyenne, un suivi tardif. Voilà. Donc, que faire si la patiente ne souhaite pas parler? Il faut penser à expliquer la loi à la patiente en lui disant que c'est interdit d'être violent envers les femmes, que la loi interdit les violences conjugales. On peut tracer les doutes dans son dossier en se disant qu'on va questionner la prochaine fois et pour pouvoir y revenir. Il faut poser la question des enfants au domicile. S'il y a des enfants, si la patiente elle est inquiète pour ses enfants, il faut faire un signalement ou en tout cas on peut contacter le médecin référent de la protection de l'enfance pour avoir un conseil et il faut en tout cas passer un message clair de soutien. Je vous remercie. Merci Hélène. Du coup, une fois qu'on a posé la question, il faut savoir ce qu'on va faire de la réponse parce que quand la femme va nous dire qu'effectivement elle est victime de violence, qu'est-ce qu'on fait de cette réponse? Alors, déjà, pour repartir sur quelques chiffres, les violences dans le couple, ça représente une femme sur 6 qui a été victime de violences physiques et ou sexuelles au sein du couple au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Ça, c'est des chiffres qui sont sortis dans la lettre de l'Observatoire qui date du 28 mai, là, donc c'est récent. Et plus d'une femme sur 4 déclare avoir été victime de violences psychologiques au sein du couple. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'elles en parlent aux services de santé ou aux services sociaux pour 27% d'entre elles, là où 62% n'a effectué aucune démarche. Donc les services de santé, les médecins, on est des bons interlocuteurs pour ces femmes. Pour les violences hors du couple, c'est plus d'une femme sur 6 qui déclare avoir été victime de violences sexuelles, au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, et 58% des femmes victimes qui reconnaissent avoir été victimes de violences sexuelles hors du couple. Donc, dans ces victimes, 58% des femmes connaissaient l'auteur des faits. Donc c'est juste pour remettre en tête que le cliché de l'agression sexuelle dans un parking la nuit, c'est pas la majorité. La majorité, c'est par des gens qu'on connaît. Alors, notre rôle en tant que médecin, c'est d'orienter vers les professionnels et de créer un réseau autour de la femme qui a été victime de violence. Parce qu'on ne peut pas remplacer, on n'a pas les compétences d'une assistante sociale, on n'est pas la justice. Donc, il faut savoir ce qu'on doit faire et il faut pouvoir l'orienter vers les autres professionnels qui seront adaptés à sa demande. Donc, pour s'inscrire dans un réseau partenarial, il faut connaître les acteurs nécessaires à la prise en charge de cette femme victime. Je vais les détailler plus loin, mais vous avez sur cette diapo tous les acteurs qui sont nécessaires au réseau. Donc, dans tous les cas, si on a une interrogation, on a le 3919 qui est un numéro gouvernemental. On a le site arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est un site qui est très bien fait. Dr Ekenroth en parlait avec les formations et les outils d'auto-formation. Il y a aussi plein de ressources sur ce site internet qui est vraiment très bien fait et que je vous invite à aller consulter. Il y a le site sur le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il y a comment faire, il y a des outils pratiques pour le signalement. Vous avez plein de choses et les coordonnées de la justice. Donc, il faut avoir dans sa tête ou dans son carnet à côté. Les lieux ressources, la Maison des Femmes Marseille-Provence, on est un lieu ressource pour les femmes, mais on est aussi un lieu ressource pour les professionnels. Si vous voulez nous appeler ou si vous avez des questions, on est tout à fait disponible pour répondre aux interrogations. Et puis, vous pouvez nous adresser les patientes et la flèche est à double sens, c'est-à-dire que nous adressons aussi et nous avons besoin aussi de médecins libéraux qui vont permettre de prendre le relais sur la prise en charge hospitalière ou sur les femmes qui n'ont pas la possibilité de se rendre à Marseille. Alors, pourquoi on a fait une maison des femmes à Marseille? L'objectif, c'était de dupliquer dans la deuxième ville de France le modèle de la maison des femmes de Saint-Denis. La maison des femmes de Saint-Denis, elle a été créée par Dr Rada Hatem en 2016. Et en fait, entre Saint-Denis et Marseille, on a quand même un territoire et des populations qui sont similaires. L'objectif, c'est de proposer aux femmes victimes de violences
un lieu ressource pour accueillir, prévenir, soigner, orienter et porter assistance. Un guichet unique, donc c'est-à-dire que la femme est au centre du dispositif, elle n'a pas à faire les allers-retours avec tous les intervenants. On la place au centre du guichet, au centre du dispositif, soit de manière effectivement physique et on essaye au maximum de réunir tous les intervenants au sein du même lieu. Sinon, on coordonne et on va s'organiser pour que la femme qu'on puisse faciliter au maximum le parcours de la femme. Et c'est une prise en charge spécialisée dans un cadre hospitalier, articulée avec une prise en charge de proximité et avec comme porte d'entrée et comme principal motif le soin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise en charge par le soin, que ce soit un soin somatique ou psychologique. En lien avec toutes les spécialités que propose l'hôpital. Nous sommes un service de la maternité et nous sommes des soignants on est gynécologues. En tout cas, l'équipe fondatrice est gynécologue et sage-femme et santé publique, mais donc on ne prend en charge que les femmes. J'anticipe la question des hommes. Nous sommes désolés de ne pas prendre en charge les hommes qui sont victimes de violences, mais nous avons fait le choix de nous concentrer sur les puisque je ne vois jamais d'hommes. Voilà. Le réseau partenarial, si on n'est pas au cœur de Marseille, on peut aussi connaître le référent violence dans le CH le plus proche pour savoir à qui on adresse au service d'urgence si on est dans notre cabinet et que clairement on a une temporalité qui nécessite d'avoir une prise en charge aux urgences. Quel est le référent violence? Qu'est-ce qui est mis en place dans notre territoire? Il y a un annuaire qui devrait sortir ou qui est sorti avec l'ARS pour les acteurs régionaux. Les soins spécialisés en psychotrauma, savoir où est-ce que sont les médecins qui consultent en psychotrauma, et puis les PMI qui font un gros travail depuis toujours de protection matérielle, de protection des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Le planning familial, qui est une association, les liens avec les CARUD. On a dit qu'il y avait des comorbidités sur le plan des addictions. Donc, dans les CARUD et dans les XAPA, il y a des référents violences. Donc, ne pas hésiter à savoir où ils sont dans notre territoire. Et après, j'ai mis toute une liste d'associations. Alors, peut-être que ce sera mieux de le regarder calmement sur le replay parce que lister ne va pas être très pertinent. Mais en tout cas, dans le type de violence, les associations dans le type de violence spécifique à la patiente que vous avez en face de vous. Et puis toujours ce site internet de arrêtonslesviolences.gouv qui permet vraiment de concentrer un maximum d'informations. C'est pas exhaustif, mais il y a quand même beaucoup. Le réseau partenarial juridique avec le réseau France Victimes qui va travailler avec la justice et permettre de faire le lien entre la justice et les victimes. Là où la justice est habituellement centrée sur les agresseurs et les accusés, le réseau France Victimes va s'occuper des victimes. Les commissariats de proximité, il y a des interventions sociales et commissariat et gendarmerie, et eux, ils assurent le lien avec les victimes, préparer la plainte, etc. Donc ça, vous avez toutes ces informations qui sont à disposition sur Internet. Alors, ça, j'en ai parlé, et puis comme c'est de nouveau le lien avec le tribunal, comme c'est aussi sur le site du Conseil de l'Ordre, je ne vais pas les remettre, mais il faut se renseigner quel est le numéro du procureur pour qu'on puisse l'appeler si jamais vraiment on a une situation d'urgence. Et il faut l'avoir avant que la situation d'urgence se présente. Alors, au sein de la Maison des Femmes, une fois qu'on a une patiente en face de nous, on a 4 parcours. Un parcours de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles et sexistes. C'est notre plus gros parcours qui regroupe à peu près 70% de nos patientes. Un parcours de prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines, un parcours d'accompagnement des femmes enceintes en situation de violence, donc spécifique femmes enceintes, et puis un parcours de prévention, promotion et éducation à la santé, qui est un parcours de santé publique. Je vous ai repris une vignette clinique pour vous exposer un peu comment on fonctionne au sein du parcours 1. Je n'ai pas fait des vignettes pour tous les parcours, mais comme on a plutôt axé aujourd'hui sur les violences conjugales, je vous ai fait une vignette clinique. Alors, c'est l'assistante sociale du service et moi qui avons préparé cette vignette. Donc, on a une patiente qui se présente au secrétariat, qui reçoit un appel au secrétariat de la Maison des Femmes, un appel spontané. L'appel est récupéré par la secrétaire
qui prend toutes les informations nécessaires. Donc c'est Madame O, elle est âgée de 29 ans, elle est française, elle vit en concubinage et elle a 2 enfants. Et elle est victime de violences conjugales actuelles. Alors le secrétariat va évaluer l'urgence, c'est-à-dire que le premier appel est pris et on évalue l'urgence et dans quelle mesure il faut qu'elle soit vue rapidement ou pas au sein de la maison des femmes. Monsieur, il est absent du domicile pendant 2 semaines. Et les dernières violences commises sont antérieures à 1 mois, donc on n'est pas dans le délai de flagrance, on ne va rien pouvoir faire dans la minute, mais il y a quand même un monsieur à domicile qui va rentrer a priori. Donc elle est reçue 1 semaine plus tard en premier entretien. Le premier entretien, c'est un entretien qui va évaluer la demande de la femme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste, c'est que la maison des femmes, il faut quand même qu'il y ait une demande de la femme. Il faut qu'elle se présente, qu'elle soit là et qu'on puisse répondre à une demande. Sinon, on ne sert à rien. Donc le premier entretien est programmé en binôme avec un gynécologue et une assistante sociale. On va évaluer la situation au niveau médico, psychosocial et juridique. Et ça, on le fait pour chaque femme qui est reçue à la maison des femmes en premier entretien. On évalue tous les plans. Et on va pouvoir faire des propositions et demander l'accord de la femme pour en discuter en staff, pour avoir une discussion collégiale. Donc Madame, elle est victime de violences conjugales depuis 7 ans avec une augmentation progressive, psychologique, administrative et puis physique. Le couple a 2 enfants, ils sont âgés de 4 et 6 ans. Elle nous confie avoir été violée pour la première fois il y a 1 mois par monsieur devant les enfants. Et depuis cet épisode, elle a décidé qu'elle voulait quitter le domicile conjugal pour protéger ses enfants et elle voudrait porter plainte. On est un peu dans la bonne situation, entre guillemets, où elle veut porter plainte, elle veut aller en justice. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, là, elle souhaite porter plainte. Alors, l'évaluation et le repérage des besoins. Sur le plan social, Madame, elle ne travaille pas parce que Monsieur l'empêchait. Elle n'a pas de compte bancaire personnel. Le bail est au nom de Monsieur. Les enfants et Madame sont rattachés sur la mutuelle de Monsieur. Sur le plan médical, on note un syndrome de stress post-traumatique, des traces de coups, hématomes et dermabrasions, des douleurs pelviennes et des leucorrhées malodorantes. Donc, suite à cette évaluation, où on a fait tous les plans, on va orienter les enfants à l'UAPED, puisque c'est une structure hospitalière, qu'on a des liens parce qu'on est à l'hôpital. On va mettre en relation avec la mission d'aide aux victimes pour l'aide au dépôt de plainte. Alors la mission d'aide aux victimes, ça change tout le temps de nom, mais en gros, c'est l'unité au sein de la police qui aide les victimes dans leur dépôt de plainte et dans leur déposition. On va informer la femme du caractère pénal des faits, c'est-à-dire que c'est grave et on peut le porter à la connaissance du procureur. On va rédiger le certificat médical initial et dans ce cadre du stress post-traumatique, on va prescrire de l'Atarax pour qu'elle puisse dormir et faire redescendre un peu le niveau d'anxiété. Et on va lui proposer la suite de la prise en charge. Un rendez-vous social pour l'aide à la mise à l'abri, l'ouverture des comptes bancaires personnels, les droits CAF, la complémentaire santé complémentaire santé solidaire, un rendez-vous de gynéco pour l'exploration des douleurs pelviennes et des leucorrhées, un rendez-vous avec un avocat parce qu'on a une permanence avocat pour les démarches des séparations, la garde des enfants, l'accompagnement des procédures. Une mise sur liste d'attente pour le psychologue parce qu'on a des délais d'attente, mais on a 2 psychologues à la maison des femmes. Et une proposition d'un atelier karaté et ou Afro-Vibes. Alors là, je vous ai mis tout le panel directement. C'est des femmes qu'on suit dans un parcours de soins, donc on n'est pas obligé de tout proposer au même moment, mais on va pouvoir les suivre. C'est sûr que là, sa problématique, c'est d'être mise à l'abri et pas forcément d'aller faire du karaté. Mais bon, c'est pour que ce soit noté. Donc si on résume ce parcours qui est valable pour toutes nos patientes, c'est ça. Elles sont adressées ou elles appellent spontanément. On a un accueil téléphonique ou présentiel pour l'évaluation première, puis un premier entretien d'évaluation globale, un staff où on va toutes se réunir, toute l'équipe, pour dire « Ok, est-ce que la prise en charge qu'on lui a proposée dès le premier entretien est adaptée? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne nous est pas venu à l'esprit? On a parlé, est-ce qu'on n'a pas oublié les enfants, etc. » Et puis le parcours avec une prise en charge adaptée à sa demande. Et ce sur quoi aussi il faut insister, c'est la sortie du parcours de soins. C'est-à-dire que la Maison des femmes n'a pas pour vocation de suivre les femmes pendant 10 ans, 10, 15 ans, le temps de leur thérapie. L'objectif, c'est qu'elles sortent à un moment du parcours de soins
dans une autonomie et une sécurité, et pour les remettre soit dans le droit commun si elles n'avaient pas de droit, etc., soit dans un espace safe avec un professionnel, un psychologue qui va prendre le relais, un gynécologue libéral qui va pouvoir les accueillir, un médecin traitant qui a été récupéré qui va pouvoir faire le lien, etc. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'une sortie de parcours une fois qu'elles ont récupéré autonomie et sécurité. La prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines, finalement, c'est un peu le même déroulé de parcours, c'est-à-dire toujours le premier entretien, à la nuance près que si la demande initiale de la patiente, c'est une chirurgie reconstructrice, le premier entretien va être avec un chirurgien. Et si la demande n'est pas centrée sur la chirurgie, ça va être avec un autre personnel soignant, plutôt sage-femme ou médecin. Et elle va avoir une consultation sexo, une consultation psychologique, une consultation avec un chirurgien si elle souhaite faire la reconstruction, et une consultation avec l'assistante sociale pour vérifier que tout peut s'imbriquer correctement dans son parcours. Il y a un staff, et puis ensuite il y a la prise en charge qui découle comme sur le précédent parcours. L'accompagnement des femmes enceintes en situation de violence, c'est pareil, c'est un parcours spécifique pour les patientes qui sont enceintes et qui sont victimes de violences, parce que comme on est au sein de la maternité, on travaille avec la maternité, mais la patiente aura identifié le lieu de la maison des femmes pour faire tout son suivi. Et donc l'accompagnement, la préparation à la naissance, l'entretien prénatal, la consultation postpartum, tout ça, ça sera géré à la maison des femmes. Elle accouchera à la maternité de la conception, et l'équipe va pouvoir, pendant l'accouchement, après l'accouchement, dans son hospitalisation, aller la voir. Elle est aussi en lien avec le staff MPS, médico-psychosocial, pour toutes les problématiques que ça peut imbriquer. C'est-à-dire que si on a un monsieur violent à la maison, qu'est-ce qui va se passer ensuite avec le papa, avec l'enfant à naître. Donc tout ça, ça se coordonne au sein de la maison des femmes, la maternité, le staff MPS. Et un dernier parcours de prévention, de promotion et d'éducation à la santé et de formation, parce que l'objectif premier finalement d'une maison des femmes, c'est de ne pas exister. Et c'est de pouvoir avoir au maximum de gens qui sont au courant et qui peuvent mettre au courant les autres pour que, au final, l'éducation se fasse et qu'il y ait de moins en moins de femmes victimes de violences. Ça, c'est le doux rêve. Mais donc on a un parcours qui est destiné à ce but. Et voilà, on a fini. Bravo. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation à deux voix, limpide et très claire. On a eu des questions dans le chat durant la présentation. En préambule, je vous remercie d'être intervenu, parce qu'il est de notre devoir, Ordre des médecins, de porter régulièrement à l'attention des médecins du département et hors des frontières cette parole, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que chaque mois, il y a 10 femmes qui sont tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. On a également des enfants qui subissent les violences familiales et intrafamiliales. Je reprendrai une des phrases de Vanina Charer qui m'avait dit une femme sur 10 est victime de violence, donc ça veut dire une femme sur 10 dans mon téléphone et une femme sur 10 dans ma salle d'attente. Et les premières questions qui nous sont venues sont les suivantes. Je suis médecin généraliste, et en pratique, comment faire pour adresser une patiente à la maison des femmes ? Alors, merci pour cette question. Pour adresser une patiente à la maison des femmes, il faut nous appeler ou... Il y a trois manières, en fait. Soit nous appeler, soit nous envoyer un mail, soit, si ce n'est pas la temporalité de la patiente, transmettre nos coordonnées à la patiente. Et c'est important, la temporalité de la femme, parce que si on nous appelle et que c'est la demande du médecin, finalement, voilà, j'ai cette femme en face de moi, je ne sais pas quoi faire, aidez-la, aidez-nous. Si la femme n'est pas prête et si elle ne va pas se présenter, c'est un coup perdu. Mais bien sûr, il faut nous appeler. Donc, on a remis, j'avais peut-être pas remis le mail, mais le numéro de téléphone doit être quelque part.
nous appeler et ou nous envoyer un mail avec les informations de la patiente et un numéro de téléphone sur lequel on peut rappeler la femme. Un numéro de téléphone safe pour elle. C'est-à-dire un numéro de téléphone où on ne va pas tomber sur monsieur, quoi. Oui, d'ailleurs, ça fait partie des sujets dont on avait parlé avec Dominique Laurence, la procureure de la République, quand vous avez évoqué tout à l'heure le signalement type en cas de maltraitance. Celui qui est sur le site du Conseil de l'Ordre a été agrémenté des remarques que nous a faites Madame la procureure, et notamment d'avoir un numéro sur le signalement et un mail sur le signalement qui n'est pas en accès libre à la partie prenante, parce que sinon, c'est effectivement un coup d'épée dans l'eau, voire une augmentation du cycle des violences. Et qu'en est-il de la prise en charge des enfants? Alors, vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure quand les personnes viennent avec l'UAPED, mais en tant que médecin généraliste, on adresse, ou médecin de ville, on adresse les patientes à la Maison des Femmes, auprès de qui on peut adresser un enfant victime de violence? On peut adresser les enfants, en fait, l'UAPED à la Timone, c'est le symétrique de la Maison des Femmes, mais c'est pour les enfants, voilà. Et après, si on veut faire un signalement, on peut se renseigner au niveau de la PMI. Ils sauront vous orienter sur les démarches à faire. Surtout, voilà, se poser la question de savoir s'il faut faire un signalement ou pas, une information préoccupante. Et à la Maison des Femmes, si la patiente n'a pas fait le lien encore ou si le médecin n'a pas adressé les enfants, on a une attention particulière aux enfants. Là, dans le cas, c'était exactement ça. Les enfants de 4 à 6 ans, ils sont co-victimes et ils ont vécu un traumatisme puisqu'il y a eu un événement traumatique. Donc, on les adresse à l'UAPED. Donc, on a aussi on rattrape ça aussi, mais de manière initiale, c'est possible d'adresser à l'UAPED. Très bien, très bien, très bien. Une question au sujet du parcours des mutilations sexuelles. C'est une question très pratique et je pense qu'il y a un vécu récent derrière. Est-ce que vous faites les certificats médicaux décrivant les lésions dont ont besoin ces femmes pour la demande d'asile? Oui, on les fait à la demande de la patiente. Bien que ça ne soit pas forcément très pourvoyeur d'aide, mais tout ce qui peut les aider, on le fait. Et on fait aussi des certificats de non-excision si elles n'ont pas été excisées. Et c'est un moment aussi d'éducation pour leur rappeler que c'est interdit en France, que c'est interdit pour les petites filles, et donc qu'il faut que c'est condamnable. Voilà. Oui, tout à fait. Très bien. J'ai un retour direct qui me dit merci avec un grand point d'exclamation. Donc, je pense que vous répondez très bien à la question. On vient s'il y a une demande de prise. Elles peuvent venir s'il y a une demande de prise en charge derrière des violences. On n'est pas un endroit où on fait un certificat et où on s'en va après. Voilà. Eh oui, non, vous faites très bien de le préciser. Vous n'êtes pas là pour délivrer des certificats médicaux, mais c'est bien le cœur de métier de la Maison des Femmes, c'est le soin des femmes. Voilà, et la prise en charge globale de la patiente. Bon. On va parler un peu d'argent. La question est tombée. Quel est le mode de financement de la Maison des Femmes et concrètement, comment pouvons-nous faire des dons? Est-il possible de faire un don à la Maison des Femmes? Alors, c'est possible de faire des dons à la Maison des Femmes. On a un compte Hello Asso. Donc, on trouve. Votre présidente est un fidèle soutien de la Maison des Femmes. Sur le mode de financement. Alors, on a un mode de financement qui est original pour un service de l'hôpital, puisqu'on va avoir 3 sources de financement essentielles. On a les recettes qui sont générées par notre activité clinique, par les consultations, les échographies, la préparation à l'accouchement. On a de l'argent qui provient des services publics sur lesquels on va répondre en fait à des appels à projets et l'ARS, l'État, le conseil départemental, le conseil régional, la mairie nous donnent de l'argent. Et puis on a à peu près un tiers de financement privé qui vient des mécènes et qui vient aussi des dons des particuliers ou des associations à la Maison des Femmes. D'accord. Donc, il est possible de faire des dons sur le site Hello Asso. J'imagine qu'on tape Maison des Femmes Marseille et ça sort tout de suite. C'est bien ça? Parfait, parfait. Alors, il y a une autre question sur la partie... Pardon, vous disiez? Et on est une association d'intérêt général, donc c'est défiscalisé, ce qui peut être un bon point à noter. D'accord.
Non, mais c'est très aidant. Dans le cas de la déclaration fiscale, le don est en partie déductible. C'est ce que je comprends. Parfait. Toujours concernant la Maison des Femmes, vous avez parlé tout à l'heure de la Maison des Femmes historique à Saint-Denis, mais est-ce que le modèle existe-t-il ailleurs en France? Un médecin qui exercerait dans une autre ville, dans une autre région, quelle est la Maison des Femmes de Bourgogne, de Franche-Comté, de Lyon, de Bordeaux? Alors, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Restart et on fonctionne ensemble. On se réunit une fois par an tous. Le collectif Restart, il répond. Pour rentrer dans ce collectif, il faut avoir un cahier des charges et en fait, c'est un peu toutes les mêmes, le même modèle. Et il y en a une vingtaine. Il y en a 20 actuellement en France. Donc, il faut voilà, trouver celle qui est à côté de chez nous. Mais donc, 20 maisons des femmes sur le modèle. Et donc, le modèle Maison des femmes tel qu'il a été pensé par Dr Rada Hatem, c'est adossé à l'hôpital et prise en charge par le soin. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur du modèle. D'accord, parfait. Donc 20 répartis sur le territoire. Globalement, on peut trouver une Maison des Femmes relativement proche de son cabinet. Une dernière question qui concernerait plutôt la formation. Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais peut-être c'est pas suffisamment clair. En tant que médecin, comment un médecin de ville, par exemple, pourrait se former à la prise en charge médicale des violences? Donc, il y a des ressources qui sont sur Internet, en particulier sur le site Arrêtons les violences. Et puis, la Maison des Femmes, avec le réseau de périnatalité et l'Université Aix-Marseille, a mis en place une journée de formation qu'on fait 2 fois par an. Et là, on va un peu détailler les parcours et il y a à la fois une intervention des professionnels de la Maison des Femmes, des psychiatres, de la police, de l'UAPED. Et donc, en fait, on balaye ça. C'est une formation qui s'appelle la formation Totem. Et je crois que la prochaine date, c'est le 18 ou le 17 octobre. 17 octobre. Voilà. Formation Totem, À la ouvert fac. à la fac, Voilà. ouvert à tous. Pour s'inscrire à cette formation, un site, un lien? Alors, le mieux, c'est d'envoyer un mail à maisondesfemmes@ap-hm.fr et après, on répartit. D'accord. Maison des Femmes, tout attaché, @ap-hm.fr, qui est à le l'écran. mail que vous avez sur la diapo des ressources. Parfait. Écoutez, vous avez été brillante, bravo, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions posées sur le chat. Vous pourrez retrouver ce jeudi de l'ordre en replay sur le site du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. J'ai bravo Hélène et Anaïs, vous avez même des supporters dans la salle. Merci. Vous pourrez retrouver donc ce jeudi de l'ordre d'ici une dizaine de jours en replay sur le site du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Tapez sur votre moteur de recherche préféré CDOM 13, puis communication et jeudi de l'ordre. D'ici là, surveillez votre boîte mail, mettez dans vos contacts l'adresse contact.13@ordre.médecin.fr. Merci à tous, merci au docteur Guillaume Gorincourt d'avoir fait l'introduction sur le sujet des internes en médecine, et merci au docteur Hélène Ekenroth et Anaïs Nuttall de nous avoir animé cette soirée sur les violences. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Oui, merci.